Bonjour à tous. Alors, nous allons aujourd'hui faire la correction du TP de protection du fer par électrozingage. Alors déjà pour commencer, le contexte, donc le principe de l'électrozingage, c'est de protéger du fer en le recouvrant par du zinc. On vous parle ici de tôle galvanisée. Alors, il faut savoir que la galvanisation n'est pas tout à fait le même procédé que ce qu'on va étudier ici. La galvanisation se fait bien avec du zinc qui recouvre du fer, mais ça se fait à chaud. Alors que là, on va faire tout simplement une électrolyse pour recouvrir le fer par du zinc. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire à la maison. Donc dans la première partie, on essaye en fait de comprendre la corrosion du fer avec des indicateurs colorés. Donc dans le tube 1, on a de la phénylphtaléine qui, elle, va détecter la présence d'ions HO- en grande quantité, puisque la présence d'ions HO- fait monter le pH, et lorsque le pH est supérieur à une certaine valeur, la phénylphtaléine va virer au rose fuchsia. Dans le tube T, on a de l'hexacyanoferrate de potassium. Alors ça c'est spécial, c'est une solution qui contient donc deux ions, les ions potassium et les ions hexacyanoferrate, qui sont des ions dits complexes, c'est-à-dire c'est déjà un mélange de deux ions qui forment un ion. Voilà. Alors, ces ions-là, en fait, ils ont la propriété de faire un précipité en présence d'ions fer2. Donc, quand vous mettez des ions fer2 avec des ions hexacyanoferrate, eh bien, vous allez obtenir un précipité bleu. Donc, c'est ce qu'on va vous donner dans les questions, ce qu'on va vous demander de répondre dans les questions. Ensuite, on a préparé, donc là je vous avais mis une photo, on a préparé une boîte de pétri avec des clous. Donc vous avez la photo ici. Donc ça c'est une qu'on avait préparée au lycée pour un autre TP, mais donc ça fonctionne aussi. Simplement il y a deux clous supplémentaires qui ne sont pas dans le TP. Vous avez donc le clou C1 qui n'est pas protégé, le clou C2 qui est entouré ici de zinc, et ici un clou qui a été peint, et ici un clou entouré de cuivre. Donc au niveau de la correction, je vous donnerai bien entendu la correction dans les documents, dans Pronote. Donc on vous demande de donner l'équation du précipité. Alors je vous ai déjà donné la réponse, mais vous avez deux possibilités en fait. Vous avez deux solutions qui sont mélangées, vous avez du sulfate de fer 2 et de l'hexacyanoferrate de potassium. Donc les deux possibilités, c'est que soit les cations de cette première solution réagissent avec les anions de la deuxième, soit les anions de la première réagissent avec les cations de la deuxième. Et là, il faut éventuellement faire des petites recherches ou alors avoir un peu d'intuition. Il se trouve que le sulfate de potassium, c'est une solution qui existe. Ça veut dire que quand on mélange des ions sulfate et des ions potassium, il se passe rien. Donc c'est pas ça qui va former le précipité bleu. Donc ce sont les ions spectateurs. Et les ions qui réagissent, c'est bien les ions fer2 avec les ions hexacyanoferrate. Et donc vous avez l'équation qui est donnée ici. Donc ça signifie que les ions hexacyanoferrate sont capables de détecter la présence d'ions fer2 parce qu'on va avoir un précipité bleu qui va se former. Voilà, donc tube T pour tube témoin. Ensuite, question numéro 2. Donc, évidemment, sur le clou qui n'est pas protégé, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit apparaître du bleu à chaque extrémité. Donc, s'il y a du bleu, ça veut dire qu'il y a des ions fer2. On vient de le voir avant. Et ces ions fer2, ils proviennent d'où? Ils proviennent du fer. Ça veut dire que le fer pardon, a été oxydé en ion fer2. Inversement, dans la partie centrale, on voit du rose. Donc le rose signifie quoi? Signifie que des ions HO- ont été formés. D'où proviennent ces ions HO-? Réponse, ils proviennent de la réduction du dioxygène en présence d'eau. Parce que je vous rappelle, pour qu'il y ait corrosion du fer, il faut du dioxygène, mais il faut aussi de l'eau. Donc ils vont capter des électrons et former des ions HO-. Donc le clou C1 vous montre la corrosion du fer, tout simplement.
et c'est une corrosion dite différentielle, comme on l'a vu dans les documents précédemment, c'est-à-dire que le clou joue le rôle d'une micropile, c'est-à-dire que certains endroits du clou se comportent comme une anode, où il y a oxydation, donc c'est ici, aux extrémités. Donc vous avez en gros deux anodes au niveau du clou, à chaque bout, et au milieu vous avez une cathode, et c'est là que va se produire la réduction du dioxygène. Donc en gros le clou va d'abord, si on le laissait longtemps, on s'aperçoit que le clou va d'abord rouiller aux extrémités. C'est là où le fer va être attaqué. Ensuite, on voit que le clou C2, celui qui est entouré dans sa partie centrale par du zinc, il n'y a pas de coloration, ni rose ni bleu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'est pas oxydé. Donc en fait, il est protégé par le zinc. Et donc on voit, j'avais posé là une petite question subsidiaire dans la fiche d'aide pour réaliser le TP, on voit que le zinc est attaqué parce que autour du zinc se forme une pâte jaunâtre. Donc sur la photo on voit pas très bien, mais en réalité on voit mieux si vous aviez pu voir la boîte de pétri sous les yeux. En réalité, qu'est-ce qui se passe? Comme il y a des ions sulfate dans la boîte de pétri, il se trouve que le zinc lui est attaqué, se transforme en ion Zn2+, qui va précipiter avec les ions sulfate pour faire un précipité de sulfate de zinc, et c'est ça en fait cette pâte un peu jaunâtre, c'est du sulfate de zinc qui se crée. Donc pour qu'il y ait du sulfate de zinc, il faut qu'il y ait des ions zinc, et les ions zinc proviennent du zinc qui a donc été oxydé à la place du fer. Donc on voit bien que le zinc, si vous le mettez au contact du fer, va s'oxyder à la place de celui-ci, on parle d'anode sacrificielle. Donc c'est ce que j'ai expliqué ici dans la partie A, dans la conclusion de la partie A. Petite remarque donc sur le clou qui est peint, normalement avec de la peinture, il ne devrait pas y avoir d'oxydation. On s'aperçoit qu'il y a quand même une certaine oxydation, donc soit la peinture était mal faite, soit c'était pas de la bonne peinture. Il se peut très bien qu'il y a certaines peintures qui laissent passer l'air et l'eau. D'ailleurs, c'est pour ça que quand on veut peindre du fer à l'extérieur, on prend des peintures spéciales qui sont étanches, qui empêchent en fait l'oxygène et l'eau de passer, et du coup, ça protège le fer qui est en dessous. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Si vous voulez protéger du fer par de la peinture, il ne faut pas prendre n'importe quelle peinture, il faut que ce soit une peinture étanche. On voit aussi que le clou entouré de cuivre n'a pas du tout été protégé. Alors pourquoi est-ce que le cuivre ne peut pas protéger le fer? Tout simplement à cause du classement qui est là. Alors ça c'est pas votre programme, mais c'est intéressant à savoir pour ceux qui vont poursuivre leurs études dans le domaine de la physique-chimie. Ça c'est très important, c'est le classement donc des métaux selon leur pouvoir réducteur. Il faut savoir que tous les métaux sont des réducteurs, mais ils sont pas tous réducteurs de la même façon. Là, dans le classement, alors ils y sont pas tous, mais on voit par exemple ici que le magnésium est l'un des métaux les plus réducteurs, ça veut dire que c'est l'un des métaux qui s'oxyde le plus facilement. Et donc le magnésium peut protéger tous les métaux qui sont au-dessus de lui. Donc si vous mettez, par exemple, vous pouvez protéger l'aluminium avec du magnésium, vous pouvez protéger le zinc avec du magnésium, etc. Donc pour protéger un métal, il faut le protéger avec un métal qui est plus bas que lui dans la classification. Inversement, je vous ai rajouté ici l'or, qui est très intéressant parce que l'or, alors là, il n'y a rien au-dessus. L'or est le métal le moins réducteur qui existe. Ça veut dire qu'il n'y a rien au-dessus de lui. Et donc, comme il n'y a rien au-dessus de lui, il n'y a rien qui peut oxyder l'or. Donc, l'or ne s'oxyde pas. Et voilà, c'est pour ça qu'on dit que c'est un métal inoxydable. Le mercure, pareil, pour oxyder du mercure, il faut de l'or. Voilà. Pareil pour l'argent, l'argent s'oxyde difficilement parce qu'il est assez haut dans la classification. Simplement attention, là on a mis que les métaux, mais il y a d'autres couples oxydoréducteurs qui viennent évidemment s'intercaler entre les deux, et il se trouve que l'argent peut quand même, dans certaines conditions, être oxydé. Vous savez, si vous avez des bijoux en argent, ça finit par noircir un peu, donc il est quand même capable de subir une certaine oxydation. On passe à la partie B. Une partie B, il fallait faire le schéma. Alors dans le schéma, ce qui est très important, c'est vraiment un schéma très classique. Si vous voulez faire une électrolyse pour protéger un métal, vous devez faire exactement ça.
là où il ne faut pas se tromper, c'est évidemment ne pas se tromper de borne. Donc, la question qu'on se pose, c'est où est-ce qu'on veut déposer le métal. Le métal, on veut le déposer sur la plaque de fer. Donc, sur la plaque de fer, qu'est-ce qu'on veut? On veut que se forme du métal de zinc. Et pour que le métal zinc se forme, qu'est-ce qu'il faut? Eh ben, il faut associer des électrons à des ions zinc. Donc, il faut que les électrons arrivent sur la plaque de fer. Et pour que les électrons arrivent sur la plaque de fer, il faut la relier forcément à la borne négative du générateur, puisque, comme on sait, les électrons partent de la borne négative du générateur. Donc les électrons arrivent dans la plaque. Quand au contact de l'électrolyte, comme dans l'électrolyte il y a des ions Zn2+, eh bien ils vont s'associer pour fabriquer du zinc. Et voilà. Et de l'autre côté, c'est l'inverse. Le zinc va libérer des électrons et devenir des ions Zn2+. Donc on a nos deux équations qui sont en fait exactement l'inverse l'une de l'autre, ce qui fait que globalement on a quoi? Eh bien on a du zinc qui donne du zinc. Sauf que le zinc de la cathode va se retrouver, de l'anode va se retrouver sur la cathode. Alors on en arrive au calcul, quand même, la partie la plus importante. Donc comment est-ce qu'on fait? Eh bien, on a besoin de connaître la quantité d'électrons échangés. Tout se fait avec la quantité d'électrons et tout vient de la demi-équation. On voit quoi? Que ici, une mole de zinc va donner 2 moles d'électrons. Et inversement, il faut 2 moles d'électrons pour fabriquer une mole de zinc. Ça veut dire que la quantité de zinc formée, c'est la moitié de la quantité des électrons. Ensuite, on sait que la quantité d'électricité à courant constant, c'est I fois T, et on sait que c'est relié aussi à la quantité d'électrons justement échangés, multiplié donc par la constante de Faraday. Donc ça nous permet, si on fait une expérience pendant un certain temps avec un certain courant constant, on peut calculer, la quantité de matière d'électrons. Et on obtient cette valeur. On en déduit du coup la quantité de zinc théorique et la masse de zinc théorique en multipliant par la masse molaire. Donc on est censé obtenir 0,163 grammes. Et dans la réalité des faits, on pèse l'électrode de fer avant et après, donc la différence c'est le zinc qui s'est déposé dessus, et on a 0,15 grammes. Donc 0,15 au lieu de 0,16 en gros. Donc là il faut une balance super précise pour réussir à peser, c'est vraiment une différence de masse infime. Pour avoir plus de masse, il faudrait plus de surface et plus de temps. Ça vous ferait un dépôt plus épais. Donc cette différence, elle est due à quoi? Eh bien, elle est due au fait que, en réalité, il n'y a pas qu'une seule équation, il n'y a pas qu'une seule réaction chimique qui se fait. Il y a une deuxième réaction chimique. Comme l'électrolyte est acide, vous avez des ions H+, et les ions H+, ils vont en fait voler un certain nombre d'électrons pour fabriquer du dihydrogène, et donc c'est pour ça qu'on voit un dégagement gazeux à la cathode. Donc ça, c'est une réaction parasite qu'on ne peut pas empêcher, et qui consomme des électrons, donc, ce qui fait qu'on va perdre une certaine partie de l'énergie, et on va pas former autant de zinc qu'on l'espère. Mais on n'y peut rien. Ce dégagement, il est obligatoire dès l'instant que vous allez avoir des ions H+, dans la solution. Et il y en a de toute façon à peu près tout le temps. Ensuite, on calcule l'épaisseur du dépôt. On a la masse. À l'aide de la masse volumique, on peut calculer le volume de dépôt. Et pour calculer l'épaisseur, on prend le volume, on divise par la surface de la plaque qui a été immergée. Et donc la surface, faut pas oublier de multiplier par 2 la longueur et la hauteur immergée. On néglige l'épaisseur de la plaque qui prend un tout petit peu, mais elle est très fine, donc voilà, on la néglige, on obtient la surface et on obtient une épaisseur très très fine qui correspond, donc qui est à peu près de 4 micromètres. Voilà. Pour terminer, la conclusion, donc, c'est que pour faire ce genre de choses, on n'a pas besoin d'une électrode de zinc. On peut prendre n'importe quelle électrode. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait des ions zinc dans la solution. Mais évidemment, au fur et à mesure que vous allez fabriquer du zinc sur le fer, la quantité d'ions zinc va diminuer. Donc si on veut pas qu'elle diminue, on prend une anode en zinc, ce qui fait que la concentration d'ions zinc reste constante, puisque tout le zinc qui va se former sur le fer
va être produit dans l'électrolyte au niveau de votre électrode. Et voilà, c'est terminé.